entre en scène la reine de Saba et sa merveilleuse histoire d'amour. Saba est située au Yémen et sa reine se serait rendue à Jérusalem. Vers 950 avant Jésus-Christ, elle aurait été attirée par le prestige et la sagesse du roi Salomon, fils de David. Elle aurait organisé une caravane chargée d'or, d'encens, de pierres précieuses et lui aurait rendu visite. Leur rencontre aurait été fulgurante. Alors le rapport via le Yémen entre Israël, l'Éthiopie et cette dynastie salomonienne. Oui, comme le montre très bien cet extrait. Je suis content que vous rendiez hommage. Il s'agit d'abord avant tout d'une histoire biblique. Donc la visite d'une reine, dite reine de Saba, au roi Salomon. Alors à partir de quelques phrases de la Bible, il y a eu une exégèse considérable dans des cultures très différentes. Une culture juive, une culture musulmane, une culture chrétienne. On ne sait pas exactement dans quelles conditions ni à quelle époque cette histoire est arrivée en Éthiopie. Probablement, à mon sens, dès l'époque des Agoués, c'est-à-dire au XIIe, XIIIe siècle. Probablement aussi par des textes qui venaient d'Égypte, des textes en arabe qui venaient d'Égypte. Toujours est-il que les Éthiopiens vont récupérer ce legs mythologique et intégrer la reine de Saba à leur culture et en faire une reine éthiopienne. On sait que dans la Bible, il ne s'agit pas d'une reine éthiopienne, c'est probablement une reine effectivement d'un des royaumes de l'Arabie du Sud. Ils en font une reine éthiopienne qui va aller voir Salomon, il n'y aura pas une histoire, mais ils brodent beaucoup autour de ça. Et la reine de Saba va être séduite par Salomon, dans tous les sens du terme, et donner naissance à un fils qui porte le nom de Ménélik Ier ou Emna Hakim, et qui est considéré comme le fondateur de la dynastie salomonienne en Éthiopie. Et qui aurait dérobé l'arche d'alliance. Voilà, en fait, c'est pas vraiment considéré comme un vol, c'est considéré comme, dans le grand texte qui raconte cette histoire, du côté des Éthiopiens, c'est raconté plutôt comme le passage de l'arche dans un pays qui désormais est d'une certaine façon Israël. C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance? L'arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Mais vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Indiana Jones, un témoignage fiable. Mais Bertrand Hirsch, vous qui êtes un destructeur de légendes, où est-elle cette Arche d'Alliance? Beaucoup de gens l'ont cherché, l'Arche d'Alliance. Beaucoup en pensaient. Alors en Éthiopie, on pense encore qu'elle est à Aksum. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Éthiopiens, de cette façon, captent une légitimité qui est celle d'Israël. Et se considèrent, à l'époque médiévale en tout cas, comme d'une certaine façon, le peuple élu. Celui qui non seulement est capable de respecter l'ancienne alliance, et d'être rattaché directement au roi d'Israël, mais de respecter la nouvelle alliance. Je crois que c'est ça qui est fondamental dans la théologie politique des Éthiopiens du Moyen-Âge. C'est nous sommes au monde, dans le monde chrétien, les seuls à respecter à égalité ancienne alliance, nouvelle alliance. Et donc nous respectons aussi bien les interdits du Lévitique, donc les interdits alimentaires, le sabbat, etc., que de ce qui est dit dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'évangile. Ils tiennent les deux choses à égalité. Et les falachas, les juifs d'Éthiopie? Alors là aussi c'est une question très complexe. En gros, pour faire simple. Merci Bernard. On sait, en Europe, en gros à partir de la fin du 19e siècle, qu'il y a des communautés en Éthiopie qui se disent juives. Elle se nomme elle-même Bieta Israël, maison d'Israël. D'accord. On va envoyer des experts pour voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de vrais juifs, ou entre guillemets, ou pas? Très bien. Finalement, l'Alliance israélite universelle va décider qu'effectivement, ce sont des juifs. Et c'est le début d'un long processus qui va aboutir au départ des falachas vers Israël. Alors, du point de vue des historiens, la question se pose, à mon avis, de la façon suivante. On ne connaît pas de présence juive ancienne en Éthiopie. On n'en a pas de traces. On a des traces en Arabie, par exemple. On n'a pas de traces en Éthiopie. On a des traces de gens qui se réclament, d'une certaine façon, du judaïsme à partir de l'époque médiévale, à partir du XIVe siècle. D'où deux interprétations. La première, fin 19e, début 20e, ce sont des gens qui sont rattachés à un rameau juif qui s'est installé en Éthiopie, voire une des 12 tribus perdues d'Israël. Deuxième hypothèse, qui est celle qui a été depuis une trentaine d'années avancée, il s'agit plutôt au sein même de l'Église d'Éthiopie, de gens qui se sont tournés volontairement vers l'Ancien Testament. Des vieux croyants. Des vieux croyants, exactement. J'ajouterais qu'il y a peut-être une troisième hypothèse, c'est qu'on peut avoir là
aussi des gens qui sont marqués, qui ont été convertis anciennement à une forme de judéo-christianisme, comme est l'Église d'Éthiopie originelle, et qui auraient évolué de manière un peu indépendante. Parce que l'apparition au plein Moyen-Âge de ces groupes se rattachant à l'Ancien Testament pose quand même problème. L'Éthiopie, un réservoir de légendes pour l'Alliance israélite universelle, son voyageur à Lévis à la fin du XIXe siècle, pour les chrétiens d'Europe occidentale, bien avant, dès le XVe, XVIe siècle. On note la présence d'un envoyé du roi du Portugal dès 1493 à la cour impériale d'Éthiopie. Il n'en repartira d'ailleurs jamais. Depuis longtemps,